merci aussi pour cette conclusion sage. Je dirais que d'une certaine manière, la chaire en vous réunissant, un grec et un turc, elle est déjà dans le sens de la meilleure entente des peuples. Je crois que vous êtes aussi dans la vie des amis proches et des contributeurs, je le disais tout à l'heure, intellectuels. Alors, j'ai passé la parole à Georges en contrepoint et en interrogation aussi de notre conférencier. Vous allez voir comment un grec va détruire un turc. Bien, merci beaucoup. Alors, je pense que dans cet exposé, on voit quand même pas seulement l'importance des événements, mais aussi de la réflexion. Et je considère que la personnalité de Ahmed Davutoglu est très intéressante de ce point de vue-là. Alors, d'une certaine manière, c'est un collègue, parce que c'est un professeur, spécialiste des relations internationales et, je dirais, spécialiste de la géopolitique. Il a été professeur, mais il a été ministre des Affaires étrangères aussi. Oui, mais avant, il a été quand même... Donc, moi, je remonte un peu plus loin. Premier ministre, voilà. Oui. Il a publié un ouvrage en 2001, auquel Ali a fait référence, qui s'appelait « La profondeur stratégique ». Un ouvrage dont la première traduction a été en grec. Maintenant, il y a une traduction en anglais. Donc, je l'avais lu avec beaucoup d'intérêt et je l'ai feuilleté aujourd'hui à nouveau avant de venir. Et je pense que c'est très intéressant de voir son analyse parce que ça nous donne, d'une certaine manière, une idée de ce qu'il avait envisagé et ensuite, ça nous permet de juger par rapport à ce qui était un peu son analyse et son programme, ce qui s'est passé ensuite. C'est ma lecture, n'est-ce pas? Mais je pense, bien sûr, il s'appuie beaucoup sur la réflexion géopolitique classique, mais il essaye de développer une approche, je dirais, orientale par rapport à une pensée occidentale. Alors, je pense qu'il part d'une inquiétude. Et c'est le contraire de ce qu'on dit d'habitude. On parle d'une vision ottomaniste, expansionniste, agressive, etc. Moi, ce que je ressens, c'est une inquiétude. Et c'est une inquiétude qui se réfère à une sorte de peur, à une représentation géopolitique forte en Turquie. Vous savez, dans cette zone qui est les Balkans et la Turquie, c'est-à-dire l'espace qui avait appartenu à Byzance et ensuite à l'Empire ottoman, qui a été un centre pendant très longtemps avant d'être fragmenté, balkanisé. Il y a, je dirais, deux traumatismes liés aux représentations géopolitiques. Le premier qui nous concerne moins, c'est le traité de San Stefano, qui a influencé beaucoup les représentations de balkaniques, de bulgares, de grecs, etc. Et ensuite, bien entendu, c'est le traité de Sèvres qui a prolongé le processus de balkanisation, c'est-à-dire de la fragmentation des Balkans, l'a prolongé en Asie mineure. Et ensuite, avec le traité de Lausanne, la Turquie, l'espace turc, a pu quand même préserver son unité, c'est-à-dire la Turquie de Kemal Atatürk a réussi à créer un espace, je dirais un espace résiduel de l'Empire ottoman. Un espace résiduel qui, en étant résiduel, contenait une grande partie de contradictions de l'Empire ottoman. Contradictions qui ont été dépassées grâce au génie de cet extraordinaire chef, mais qui a fait une construction, on peut dire, très artificielle, avec cette modernisation extrêmement brutale et violente de la Turquie. Donc, la Turquie a pu dépasser cette menace de fragmentation, mais je pense que la peur de la fragmentation reste quand même dans l'esprit de citoyens turcs, et je pense que Davutoglu part de cela. Il fait une analyse de la situation géopolitique à son époque, quand il écrit le livre, en 2001, en disant « c'est fini la stabilité de la guerre froide, maintenant tout est possible ». Donc, nous avons des menaces. Ce n'est pas très explicite dans ce texte, mais on le voit derrière.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer complètement la politique, parce que la politique que nous avons suivie jusqu'à maintenant, qui était d'être d'une sorte de périphérie du bloc occidental, ne peut plus tenir, puisque notre région va devenir un carrefour de toutes les tensions mondiales, et donc on risque d'entrer dans une phase très dangereuse. Donc son diagnostic n'a été confirmé par l'évolution, il avait raison. Alors il dit, pour faire face à ces menaces, il faut s'ériger, il faut se constituer en centre et ne pas être tout simplement une périphérie exposée à toutes ces influences. Il dit clairement, ce n'est pas facile. Il dit, c'est pas facile. Donc, pour lui, c'est un défi, ce n'est pas gagné d'avance, et je pense qu'il se lance dans cet effort. Dans un premier temps, comme nous avons vu, avec beaucoup de réussites. Dans un deuxième temps, les problèmes réapparaissent. Alors, bien sûr, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est Davutoğlu ou Erdogan? Il est évident, comme ça a été, je pense, très clairement expliqué, que l'angoisse de se maintenir au pouvoir d'Erdogan l'a conduit à ce qu'on ne doit pas faire, mais malheureusement on fait souvent, c'est-à-dire d'instrumentaliser la politique étrangère pour des objectifs de la politique interne. Donc il y a bien sûr le rôle de la conjoncture, de la personnalité politique, etc., qui a aggravé la situation. Mais je pense qu'on peut se poser la question, si vous voulez, de problèmes plus structurels. Et cela nous amène à notre discussion de la semaine dernière sur le Moyen-Orient, c'est-à-dire cet espace qui est l'ancien espace de ce qu'on appelait la question d'Orient. Cet espace où cette question d'Orient a été réglée après la Première Guerre mondiale par une série de décisions, et je pense que là nous avons deux éléments qui sont fondamentaux. C'est bien sûr l'accord Sykes-Picot, et ensuite c'est le traité de Lausanne. Donc la stabilité de cette région était basée sur ces deux décisions internationales. J'ai le sentiment que de la semaine passée, qu'on peut considérer que le traité de Sykes-Picot est caduc maintenant. On a le sentiment que la carte, qu'on est entré dans une phase de récomposition de la carte du Moyen-Orient, tâche très dangereuse, très pénible, qui va prendre du temps, on ne sait pas où ça va aboutir. Donc nous avons donc une zone d'instabilité qui est à la frontière de la Turquie et qui n'est pas loin de la Grèce d'ailleurs, étant donné qu'on voit bien sûr le lien qui s'établit à travers le problème des réfugiés, et nous attendons maintenant avec le printemps bien sûr une nouvelle vague encore plus importante que l'année dernière des réfugiés. Donc là aussi on a un facteur de déstabilisation pas seulement de la Turquie mais aussi de la Grèce. Alors donc Sykes-Picot, ce n'est plus la garantie d'une certaine stabilité, et donc maintenant on se pose la question de la contagion en Turquie. Et la contagion en Turquie, c'est-à-dire la menace de mise en cause du traité des Sèvres aussi, passe justement par cette question kurde. Parce que je pense que la construction kémaliste était basée, je ne sais pas, il va nous dire s'il est d'accord, a été basée quand même sur le principe de l'intégrité territoriale. C'est-à-dire que la Turquie kémaliste ne revendiquait pas de territoire, à l'exception du territoire de Hatay, mais ça a été réglé, mais en même temps que la Turquie allait défendre son unité, ses territoires. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est possible de perdre une partie de la nation, c'est-à-dire la partie kurde, de perdre un territoire sans que cela mette en marche un processus de décomposition plus généralisée? C'est l'inquiétude de Davutoğlu dans son livre de 2001. Donc,
Donc ce n'est pas quelque chose, je pense, qui est complètement impossible et qui peut constituer évidemment un très grand danger pour la stabilité régionale, parce que dans cet effet de contagion, les Balkans sont à côté, la Grèce est à côté. Alors, cela me conduit je vais terminer à une réflexion un peu plus générale, si vous voulez. En ce qui concerne le processus de transformation, de modernisation ou d'européanisation de l'espace ottoman, qui est devenu l'espace post-ottoman. Donc nous avons, à partir du début du XIXe siècle, l'arrivée d'un concept nouveau d'organisation politique et territoriale qui est l'État-nation. Et en tant que géographe, je dirais l'État-nation territorial, parce que je pense que les trois concepts sont étroitement liés. Donc, c'est la Grèce qui est créée, qui est le premier État indépendant, réellement indépendant, parce que la Serbie, c'était une sorte d'autonomie, ce n'était pas encore l'indépendance. Et ensuite, peu à peu, l'espace ottoman se fragmente pour donner sa place à une série d'États. Et ces phénomènes, on les voit ensuite s'étendre au Moyen-Orient, s'étendre en Anatolie, s'arrêter un peu en Turquie, puisque la Turquie n'a pas été fragmentée. Mais on a la situation de l'existence d'une série d'États qui aspirent à devenir des États-nations. Et ça, c'est quelque chose que nous avons discuté la semaine dernière, c'est-à-dire les degrés variables de la maturation de l'idée nationale, de l'idée étatique, etc. Bon, je pense que la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que nous assistons à un reflux de la forme d'organisation qui est celle de l'État-nation territorial. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons déjà dans certaines régions du Moyen-Orient. Les Daesh, par exemple, je pense, représentent une sorte de négation ou de recherche d'une forme alternative. Alors, tout cela dans le contexte de la mondialisation, dans le contexte de l'affaiblissement de l'État-nation. Donc si on est dans une période où l'État-nation s'efface pour donner sa place à des formes que nous ne connaissons pas, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces phénomènes se focalisent dans cette zone, dans cette région qui a été un très grand laboratoire de ces processus de modernisation qui est donc l'espace qui va, pour reprendre la formule de notre revue, de l'Adriatique jusqu'à la Caspienne et même au-delà. Voilà, donc je pense que le thème de la Turquie est extrêmement central parce qu'en ce qui concerne le Moyen-Orient, nous avons vu la situation, c'est d'une certaine manière une sorte de bataille, je dirais malheureusement, perdue dans le sens où on a, enfin au moins provisoirement, mais ces provisoires risquent de durer pendant plusieurs années. Si la contagion touche la Turquie, ensuite les choses deviennent extrêmement graves. Et donc je pense que c'est pour ça que la stabilité de la Turquie est un enjeu extrêmement important, si vous voulez, dans le paysage géopolitique global de notre monde. Merci. Merci Georges. Georges, tu évoquais en creux la formule de Pierre Vermeuren hier, les nations sans État, les États sans nations et des pays qui n'ont ni l'un ni l'autre, un peu comme la Libye et ce à quoi nous assistons dans ce laboratoire particulier d'apparition de proto-États, d'autres formes d'États, elles dégradées. J'ai envie de demander à Hadi Kazantzigil de réagir et peut-être du coup pour la Turquie qui va se trouver évidemment résistante à l'hypothèse de la constitution d'un pouvoir kurde avec des apparences étatiques même à sa frontière, mais comment elle concilie la problématique d'une unité sunnite qui est recherchée entre Syrie et Irak. Quelle est sa réaction? Est-ce que ça va être une réaction étatique de s'en tenir stricto sensu aux frontières,
parce que c'est la première ligne de défense de sa cohérence, ce qu'évoquait Georges, ou au contraire, pour trouver des solutions diplomatiques, de jouer elle-même, je ne vais pas dire aux apprentis sorciers, mais en tout cas aux faiseurs de frontières? Oui, alors je remercie Georges pour les compléments qu'il a apportés à mon exposé. C'est un fait que d'abord cette région issue de l'accord Sykes-Picot, qui ne définissait pas les États, mais qui attribuait des zones d'influence. Comme par hasard, les parties peu peuplées et pleines de pétrole, c'était les Anglais, et la partie sans ressources et pleine de gens, c'était la France. Bon. Et ça, c'est la diplomatie britannique. Bon. Et donc, il y a déjà, au départ, un déséquilibre. Pourtant, les Anglais avaient promis donc aux élites arabes de l'époque un grand pays uni avec une grande population et des ressources. Bon, évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui écoutent, n'est-ce pas? Bon. Donc ça n'a pas. Donc c'est une zone où il y a relativement peu, disons, d'États-nations dans le sens que nous entendons. Il y a, de toute façon, historiquement, il y a deux États solides dans cette région. C'est l'Iran et la Turquie. Parce que l'Iran, depuis des millénaires, et la Turquie, avec l'expérience byzantino-ottomane, parce qu'il faut pas oublier que les Turcs ont appris l'art de l'État chez les Romains d'Orient. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, par exemple, l'anthropologue anglais spécialiste des sociétés musulmanes, Ernest Gellner, écrit dans le Muslim Society, dans son livre, que l'Empire ottoman, les Turcs, étaient les seuls dans la région à échapper à la malédiction ibn khaldounienne, c'est-à-dire ces cycles, les barbares arrivent, ils se civilisent, ils se ramollissent, d'autres barbares arrivent, etc. Donc ce cycle, parce qu'il y avait, pendant les 100 premières années de l'Empire ottoman, l'administration ottomane était dirigée par les Grecs, par les Byzantins. Donc, il y a cette tradition. Finalement, l'Iran par la Perse et la Turquie par Rome et Byzance ont une solidité. Dans les autres parties du Moyen-Orient, bon, il y a bien sûr l'Égypte avec aussi une profondeur historique extraordinaire, mais l'Égypte moderne n'a jamais pu vraiment devenir un État stable, solide, etc. L'Irak, la Syrie sont des conglomérats. La Syrie aussi a une vieille tradition, bien sûr, d'État. Mais enfin, je ne sais pas si on peut facilement parler ou arriver alors pour l'ensemble de la région, à des États-nations territoriaux, avec un territoire. C'est une difficulté. Quant à la Turquie, c'est vrai que traumatisé par, disons, la période de la chute de l'Empire ottoman et les difficultés de la création de la République et tout, en Turquie, l'intégrité territoriale, l'unité de l'État, du territoire, sont devenus des tabous, en quelque sorte. On ne peut même pas en parler, encore qu'aujourd'hui, je parlais en Turquie de l'État fédéral décentralisé, il y a de plus en plus d'intellectuels, de journalistes, de chercheurs et tout ça qui en parlent. Parce qu'il y a eu, dans la transformation de l'Empire ottoman, dans le passage de l'Empire ottoman vers la République turque, du temps des jeunes Turcs, il y avait deux partis politiques. L'un, c'était les jeunes Turcs, très nationalistes, etc. Et un autre parti qui était un parti dirigé par un membre de la famille impériale, le prince Sabahaddin, qui préconisait un empire fédéralisé en quelque sorte, décentralisé. Donc il y a quand même dans la tradition politique libérale minoritaire en Turquie, mais il y a cette tradition. Ce n'est pas tout à fait une invention en quelque sorte, c'est une possibilité. Je pense que
Pour la Turquie, l'avenir, c'est ce que, d'ailleurs, dans mon texte, je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais le règlement durable de la question kurde est une nécessité absolue si, sur la durée, la Turquie veut garder sa stabilité, son unité. Et donc, Erdogan, finalement, qui a fait tant de mal en ce moment, mais il a montré qu'on peut discuter avec les Kurdes. Et la société a accepté. Quand il y a eu ces discussions entre fin 2012 et l'été 2015, eh bien, la société turque était très calme, très satisfaite. Il y avait juste un petit parti d'extrême droite ultranationaliste, mais enfin c'était insignifiant. Et l'ensemble des partis, la société, l'opinion publique, et tout le monde était content. Donc on peut arriver à faire un accord avec les Kurdes. Déjà, d'ailleurs, curieusement, dans la région, les relations de l'État turc avec les Kurdes de Turquie, ça ne va pas. Avec les Kurdes syriens, ça ne va pas. Par contre, la région autonome du nord de l'Irak, dirigée par Barzani, les relations sont excellentes. Donc, on peut arriver à... Si tu es un leader qui a un peu de vision... tiens, si tu devenais Premier ministre, un leader qui a un peu de vision peut parfaitement imaginer une politique qui consisterait à avoir de bonnes relations avec les Kurdes irakiens, avec les Kurdes syriens et les Kurdes de Turquie, et essayer de donner une autonomie à ces peuples, avoir avec l'ensemble du peuple kurde des relations sans que la Turquie explose, avec une autonomie, parce qu'une fédération ou un État décentralisé, ce n'est pas une explosion, c'est toujours... L'Allemagne, c'est quand même un État-nation, toujours. Bon, c'est un État fédéral, mais c'est toujours un État-nation. Ce n'est pas impossible. Mais malheureusement, il y a d'autres faiblesses institutionnelles, encore une fois en Turquie, c'est donc la tradition centralisatrice, dominatrice de l'État turc. C'est pour ça qu'il faut aussi faire un peu d'ingénierie institutionnelle sur l'État. Il y a cette histoire biaisée qui est toujours enseignée dans les écoles, sur les Kurdes, sur le génocide arménien, la négation toujours du génocide arménien. Et grâce à Erdogan, encore une fois, pendant les réformes importantes que la Turquie a connues entre 2002 et 2008-2009, la société turque s'est émancipée. Et il y a aujourd'hui dans la société turque un mouvement fort qui fait pression sur l'État pour la reconnaissance du génocide arménien. Il y a et puis il y a eu en Turquie là-bas en 2013, vous vous souvenez, des manifestations contre l'autoritarisme d'Erdogan, qui n'étaient pas du tout des manifestations dirigées par un parti, par un idéologue, par une idéologie, c'était simplement des individus qui se rassemblaient pour protester contre la pression de l'État sur la société. Donc, on peut faire des choses en Turquie. Malheureusement, l'opposition, dans l'immédiat, l'opposition est faible. C'est-à-dire que l'AKP est très organisée. En face, il y a le Parti républicain du peuple, le vieux parti de Mustafa Kemal, le parti unique qui est divisé en ces deux ailes. Il y a une aile nationaliste, une aile social-démocrate. Il se bouffe le nez, il n'arrive pas à faire quelque chose d'intéressant. Le seul parti qui donne de l'espoir, c'est ce parti kurde, qui est très bien, mais qui a été très affaibli par les attentats, par la pression d'Erdogan et tout. Mais enfin, on peut y arriver. C'est pas exclu, c'est difficile, mais on peut arriver à des solutions qui rendent à la Turquie une unité, et un peu d'espoir, changer. Voilà, c'est ce que je pense. Georges, tu veux rebondir ? Oui. Alors, moi, je continue à être assez inquiet, mais je pense que vous comprenez que l'inquiétude du spécialiste de géopolitique, c'est justement pour éviter que les choses qu'il voit sur l'horizon se réalisent. Parce que, c'est que nous voyons. Je pars d'un schéma, c'est-à-dire il y a l'espace ottoman, et ensuite c'est des tâches, certains morceaux.
Alors, ce qui se détache, c'est évidemment ce qui peut constituer une certaine unité, qui a plus de chances de constituer une unité. Donc, il y a eu des partis qui se sont détachés sur la base des différences religieuses qui étaient fondamentales dans l'Empire ottoman. Ces unités, les États balkaniques, la Grèce, la Serbie, la Bulgarie, etc., ont été consolidés de manière extrêmement brutale, par des nettoyages ethniques. On parle beaucoup de nettoyage ethnique de populations chrétiennes. Il faut se souvenir qu'au XIXe siècle, c'était l'inverse, sans que l'Europe exprime la même sensibilité. Bon, donc nous avons une série d'États, et finalement, comme je disais, il y a la Turquie qui est, à mon sens, un État résiduel, c'est-à-dire un État dans lequel les contradictions existent encore, malgré le fait que là aussi, il y a eu bien sûr une très grande opération de nettoyage ethnique, avec le départ, qui était un nettoyage religieux, avec le départ de chrétiens. Alors donc, je pense que la Turquie, d'une certaine manière, a hérité le problème de la modernisation de l'Empire ottoman, parce que des tentatives de réformes institutionnelles, on voit dans l'Empire ottoman pendant tous les XIXe siècle. Et on voit que, finalement, on a joué autour de 2 ou 3 idées. Parce que pour créer une nouvelle unité, on a besoin d'une sorte d'idée, d'une sorte, ce que nous appelons dans le langage de Jean Gottman, une iconographie. Alors, on a joué avec quelles idées? Il y a eu d'abord l'idée de la citoyenneté, l'ottomanisme. Ensuite, l'islamisme modéré d'Abdul Hamid II. Ensuite, le panturquisme de jeunes Turcs. Et tout cela, rien de cela n'a marché. Finalement, la seule idée qui a marché, ça a été du kémalisme, c'est-à-dire de l'État centralisé, mais qui arrive en ce moment à ses limites. Or, je pense que l'AKP est revenu à l'idée d'Abdul Hamid II, c'est-à-dire un islamisme modéré. Et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'AKP et la politique hamidienne, qui bien sûr a été présentée de manière extrêmement négative par l'Occident, parce que la politique d'Abdul Hamid était une politique anticolonialiste. Alors donc, c'est ça les outils dont on dispose, c'est à peu près ça. C'est un peu difficile d'imaginer sur quoi on pourrait fonder, sur quelle idée on pourrait nouvelle, on pourrait fonder une sorte de recomposition institutionnelle de la Turquie. Et je vois aussi, c'est-à-dire les évolutions que nous voyons qui sont très réelles, c'est-à-dire d'une sorte de société qui s'émancipe, comme tu dis. Oui, mais en même temps, cela renforce les écarts entre les 2 parties de la Turquie, une partie interne profonde, une Turquie profonde, et ensuite une Turquie qui est celle du littoral, de la côte, et qui est bien sûr beaucoup plus ouverte. Donc, c'est à la fois un bien, un problème. C'est une bonne chose parce que ça constitue un très grand progrès, mais ensuite ça peut être aussi un danger, justement à cause des divergences. Et ensuite il y a les autres divergences que nous connaissons, c'est-à-dire la politique de l'islamisme modéré a permis pendant un certain temps, d'oublier les différences de caractère ethno-linguistique, kurde, turc, mais elle a mis en avant à nouveau les différences religieuses entre les Alevis et les sunnites. Bon, donc on voit que c'est une géométrie extrêmement complexe. Et je pense que le contexte international est très important, comme c'était le cas au XIXe siècle et au XXe siècle. C'est-à-dire cet équilibre instable que la Turquie cherche à rétablir, eh bien, il devrait être soutenu par le milieu international. Et en même temps, si on regarde justement cette tendance vers un manque d'hégémonie, de direction, une sorte de chaos international, d'apolarité, on peut être très inquiet sur l'influence plutôt de déstabilisation de ces processus. Voilà, je ne veux pas être trop pessimiste, mais je pense qu'il est utile quand même d'avoir
conscience des difficultés. Et aussi, je pense qu'il est très important que la communauté internationale, l'Europe, etc., se rendent compte des enjeux, de l'importance des enjeux autour de la stabilité de la Turquie et de la région. Oui, dans une situation qui est évidemment extrêmement évolutive, sans cap, avec les États-Unis qui sont déjà dans une période de présidentielle qui fait qu'on n'imagine pas des réengagements très forts, une Europe qui subit les contre-coups de ces crises, mais qui est plutôt aussi dans une certaine forme d'abstention, et en tout cas de limite de ses outils, qui soient diplomatiques et militaires. Et je pense qu'on reviendra un peu tout à l'heure sur les relations aussi avec les acteurs régionaux très impliqués, l'Iran, la Russie. Mais je voudrais donner la parole à la salle, et puis on reviendra un peu sur ces questions tout à l'heure. Alors, avec la priorité toujours aux étudiants, même si je sais que c'est la période de vacances, ils sont peut-être un peu moins nombreux ce soir, mais ils ont toujours droit à la priorité. Alors, je vous en prie, Monsieur Cameron, qui commence toujours, et je l'en remercie, ça veut dire qu'il prépare ses questions et donc qu'il étudie. Je vous en prie. Bonsoir. Allez-y. Pensez-vous que le tournant de plus en plus confessionnel de la diplomatie turque au Moyen-Orient depuis le début de la guerre civile en Syrie puisse encore se redresser, donc eu égard aux fractures communautaires qu'elle a pu engendrer? Alors, je prends une deuxième question, comme ça vous permet de... Alors, je vous en prie, là-haut. Monsieur, je vous ai vu, et vous serez premier auditeur libre à intervenir après les étudiants. Bonsoir. Ce n'est pas directement relié à la crise syrienne, mais j'aurais voulu savoir si, dans l'état des relations turco-russes actuellement, vous pensez que le projet de gazoduc Turkish Stream, qui est très important pour les deux pays, et surtout pour la Russie d'ailleurs, a une chance d'aboutir. Merci. Merci. Alors, il y a une question ici. Monsieur. Vous avez levé la main, non? Alors voilà, c'est à vous. Vous allez avoir le micro. Oui, bonjour, merci pour le conférencier. Je voulais simplement vous poser une question. Comment voyez-vous l'évolution de la position et de l'influence de l'armée en Turquie? Et comment cette évolution va-t-elle se développer en relation avec le développement de la société civile dans la mesure où elle se manifeste, et j'ai entendu que elle se manifeste de manière très inégale dans le territoire. Merci. Merci. Alors, on passe la parole pour répondre aux trois questions. Oui, alors là, donc, la confessionnalisation de la politique turque, effectivement, je ne pense pas que c'est quelque chose d'abord qui a démontré plutôt ses désavantages que ses avantages. Je veux dire, la Turquie n'a aucun intérêt, et on le voit avec ce qui se passe, à faire des alliances ou des inimitiés sectaires, religieuses, pour la simple raison que les événements en Syrie ou ailleurs, les guerres, les évolutions économiques, sociales, etc., ne sont pas complètement assujettis à des questions religieuses. C'est-à-dire qu'il faut, je veux pas faire trop de théorie ici, mais il faut revenir à Max Weber, le grand sociologue allemand qui a créé la sociologie historique des religions. Pendant toute sa vie, il a travaillé en pensant que la religion menait les évolutions politiques, sociales, économiques. Et à la fin de sa vie, il a décidé, sans faire de déterminisme, que c'était plutôt les évolutions économiques et sociales qui menaient, et que la culture et la religion, c'était des variables qui mobilisaient les gens, qui mobilisaient l'action individuelle et collective, qui donnaient sens à l'action, mais les vrais motifs, c'était pas là. Et donc, d'ailleurs, Georges Corm aussi, qui est un
écrivain, un penseur libanais que j'aime beaucoup, a écrit récemment un article, je crois, dans Le Monde diplomatique, en disant il ne faut pas confessionnaliser la crise syrienne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'alignement confessionnel, mais il ne faut pas trop pousser là-dessus. Et cette aventure idiote de la part d'Erdogan avec Daesh a montré que la Turquie doit rester sur le terrain séculier dans sa politique extérieure. Je pense que ça n'ira pas plus loin que ça. Et quant à, d'ailleurs, pour en quelque sorte en appui de ce que je dis, les Turcs et les Kurdes qui sont terriblement, disons, en guerre les uns contre les autres, enfin, à cause de la Turquie en tout cas, sont tous majoritairement sunnites. Et dans chaque parti, il y a une minorité alévi. Les alévis, c'est une confession hétérodoxe, très libérale, les femmes et les hommes pris ensemble, elles ne sont pas voilées, etc., issus du chiisme. Donc, sur le plan religieux, il n'y a aucun problème entre les Kurdes et les Turcs. Et ils s'entrégorgent. Donc, il ne faut pas trop donner d'influence à cela. Alors, la question... la deuxième question, c'était sur les Russes, c'est ça? Le gazoduc. Pardon, oui, c'est ça, le gazoduc. Mais je crois que, d'après ce que j'ai lu, c'est pour l'instant, Poutine a enterré ça. Je crois que pour l'instant, ça peut changer. Parce que, effectivement, la Turquie s'approvisionne à 55% du gaz turc vient de Russie, donc la Turquie a intérêt à vers ça. Peut-être que si les choses vont mieux d'ici quelques temps, ça peut revenir. Mais pour l'instant, c'est gelé, je crois. Et puis, la troisième question, l'armée. Alors, c'est l'une des choses très positives qu'Erdogan a réussi, que personne n'avait réussi avant lui. Depuis le passage de la Turquie au multipartisme et à des élections démocratiques depuis 1950, il y a eu la première alternance par élection, c'était en 1950. L'armée, qui se méfie toujours des politiciens de droite, les religieux, etc., avait établi une espèce de tutelle sur les institutions représentatives. Et cela a duré jusqu'au milieu des années 2000. Et en 2007-2008, il y a eu une confrontation très forte entre le gouvernement Erdogan et l'armée. Un certain nombre de généraux ont été arrêtés et emprisonnés pour avoir préparé des projets de coup d'État contre l'AKP. Et peu à peu, Erdogan a donc exclu, et c'est une bonne chose, l'armée de l'espace politique. Ensuite, il y a eu une série de procès géants qu'on appelait Ergenekon. Ergenekon, c'était un réseau moitié militaire, moitié criminel qui organisait des choses autour de l'État, etc. Et dans ces procès, pas mal de généraux, de dirigeants de l'armée de premier plan ont été traduits en justice. Et Erdogan, devenant de plus en plus dictatorial, etc., a vu son intérêt dans une sorte d'entente avec l'armée. Il a en quelque sorte adopté ce qu'on appelle en Turquie l'État profond, c'est-à-dire ces réseaux occultes, on ne sait pas très bien ce qu'ils font et qui sont un des problèmes de l'État turc. Et aujourd'hui, Erdogan a son État profond et l'armée était tranquille, ne bougeait pas et finalement c'était une bonne chose pour la Turquie. Actuellement, avec la crise syrienne, l'armée a été obligée un petit peu de se montrer. Et dans un sens positif d'ailleurs. Parce que Erdogan a dit plusieurs fois, a continué, jusqu'à maintenant il dit on va faire une opération terrestre avec les Saoudiens, etc. etc. Et l'armée a dit à Erdogan, et c'était public, on ne peut pas bouger sans une
autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies et sans l'accord des Américains. Entre-temps, Obama aussi a eu une conversation avec Erdogan, sans doute il lui a dit de se calmer. Donc là, l'armée a joué un rôle positif, mais quand même, cet espace laissé à l'armée, il ne faut pas continuer, parce qu'ils peuvent revenir de nouveau. Voilà. Oui. Alors, on va prendre d'autres questions. Monsieur, puisque vous levez le doigt. Oui, je vous remercie. Pouvez-vous nous dire si depuis 15 ans, Erdogan a pu modifier le système, ce que je ne crois pas, mais peut-être le savez-vous, la façon dont l'armée, depuis des dizaines d'années, s'autogérait, s'autocontrôlait, indépendamment du pouvoir civil, et s'autofinançait par les entreprises qu'elle finance. C'est un État dans l'État qui continue. Est-ce qu'elle continue à vivre indépendamment de l'État civil en faisant le gros dos, ou bien les méthodes qui lui ont permis d'être indépendant du gouvernement, des gouvernements, en faisant le gros dos, lui permettent-elles un jour de réagir si une situation lui apparaissait absolument intolérable? Il est difficile de répondre avec beaucoup de netteté à cette question, mais je pense que l'armée a gardé ses sources de financement. Ils ont des fondations, ils ont une espèce de banque même, etc. Et puis l'armée tient beaucoup à garder, disons, sa pureté kémaliste, entre guillemets. C'est-à-dire que Erdogan, les ministres de la défense nationale d'Erdogan et tout ça ont essayé un petit peu de faire entrer dans l'armée des jeunes issus des écoles religieuses, Imam Hatib, par exemple. Et ça n'a pas marché. Donc il y a déjà cette espèce de... Mais en même temps, je pense qu'au-delà de cette défense d'un kémalisme pur et dur et laïque, etc., l'armée a compris que c'était son intérêt de rester à l'écart de la politique. Parce que malgré tout, en Turquie, malgré Erdogan et tout, il y a une opinion publique, il y a une société, il y a une répression terrible contre les médias, mais il y a encore des journalistes très courageux qui écrivent, qui critiquent et tout ça. Donc, il y a une réflexion publique. Et depuis que l'armée s'est retirée, donc ne se mêle plus de la politique, sa popularité a augmenté. Donc, alors qu'à l'époque où Erdogan, la justice turque les avait traduits en justice en 2004, 2005, etc., leur popularité avait beaucoup baissé. Donc, ils ont bien compris que la société turque aujourd'hui, la société civile turque, n'est pas prête à accepter des coups d'État, des choses comme ça. Alors que, par exemple, en 1980, la Turquie sortait de plusieurs années de guerre, enfin de ces guerres civiles entre l'extrême gauche, l'extrême droite et tout, et la population a bien accueilli le coup d'État. Très rapidement, ils ont changé d'avis parce que ça a été très sanglant, mais enfin, donc, l'armée était très positivement vue. Mais je crois qu'aujourd'hui, en quelque sorte, c'est l'intérêt de l'armée de ne pas trop se mêler, de faire pression sur le gouvernement, dans la mesure où ils ont la possibilité de garder leur intégrité en quelque chose professionnelle. Et puis, encore une fois, à force de lutter contre l'islamisme, contre les partis politiques, etc., c'était devenu une armée mexicaine. Enfin, il y avait sans arrêt des préparations de coups d'État et tout ça. L'armée turque perdait son côté professionnel. Donc, voilà. Mademoiselle, je vous en prie. Bonsoir. Donc, moi, je voulais vous demander si vous pensez que la place de la Turquie dans l'OTAN doit être remise en cause ou pas, et savoir si le fait que les Européens aient refusé de soutenir la Turquie dans son conflit contre la Russie suffit à éviter une escalade du conflit et suffit à éviter en fait un conflit mondialisé. Merci. J'ai pas bien entendu la question. Vous voulez poser une question? Je vous en prie. Les étudiants, la priorité. Bonsoir.
Vous avez dit que les négociations avec les Kurdes ont été avec le PKK ont été bien accueillies en 2012. Et d'un autre côté, c'est la reprise de la guerre contre le PKK qui a aussi permis à Erdogan de retrouver la majorité en novembre 2015. Est-ce que vous pensez que c'est la société qui a évolué sur la question kurde, ou est-ce que c'est le signe d'une division entre des gens plutôt conservateurs sur la question kurde et des progressistes? Merci. Alors, il y avait une question tout là-haut. Non, je suis désolé, monsieur. Vous ne vouliez pas poser une question tout à l'heure? Oui. Je ne sais pas. Oui. Allez-y, allez-y. On en Pardon. parlera tout à l'heure. On est donc passé d'une situation idyllique en 2008-2010 à une solution apocalyptique aujourd'hui. J'aimerais savoir si la coïncidence du refus et du rejet de la Turquie, de l'Union européenne, par les Européens et en particulier par la France, est pour toi quelque chose d'important dans ce processus. Merci. Alors, d'une certaine manière, comme ça fait les jonctions avec la première question. Mais on prend trois par trois. Et la première question, elle était sur l'OTAN. Elle était de savoir si, d'une certaine manière, l'influence des Occidentaux sur la Turquie était un élément modérateur suffisant pour empêcher une éventuelle conflagration avec la Russie, et si c'était l'intérêt de la Turquie de rester dans l'OTAN. Ça, voilà. Si vous entendez mal, c'est pour ça que je reformule la question. Oui, merci. Et puis, les autres, vous les avez sans doute notés. Oui, évidemment, pour la Turquie, l'OTAN est une organisation essentielle, parce que malgré tout, la Turquie est dans l'Alliance Atlantique. Il y a eu des entorses ces temps-ci à cette alliance, mais enfin, c'est l'intérêt de la Turquie. Erdogan, même dans sa folie, il comprend bien ça. Donc, je crois que pour les Américains aussi, pour l'OTAN aussi, la Turquie est un pays important. D'ailleurs, depuis le début de la guerre froide, en tout cas, même dans les moments les plus difficiles entre la Turquie, les Européens et les Américains, la Turquie n'a jamais perdu sa valeur stratégique, parce que c'est vraiment une espèce de pont entre l'Union soviétique et l'Europe, le Balkan, l'Europe, etc. Et on voit bien, encore une fois, dans la crise syrienne, malgré ses dérapages, etc., la Turquie reste un partenaire incontournable. Donc je crois que cette participation de la Turquie à l'OTAN va continuer. L'autre question, c'était les Kurdes. Alors j'ai pas bien entendu non plus. J'ai l'impression que j'ai l'oreille un peu dure aujourd'hui. Oui, il disait que Erdogan avait d'une certaine mesure, à un certain moment, rétabli son autorité, d'une certaine manière, par son opposition et la répression des mouvements kurdes, quoi. Je pense qu'il a effectivement obtenu l'adhésion de l'extrême droite, c'est sûr. L'extrême droite, il y a un petit parti, enfin, qui obtient entre 10 et 15% dans les élections, mais il a cette population-là. Mais le reste, peut-être il y a aussi en Anatolie des musulmans très conservateurs qui soutiennent Erdogan, quoi qu'il fasse. Mais dans la partie la plus active de la société, qui a la parole, qui influence, qui tire les choses, je pense que personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Et comme je disais, malgré la répression contre les médias, moi, je regarde assez souvent les journaux turcs, les sites turcs et tout ça. Il y a une opposition très forte contre cette polarisation dans la société. C'est la tactique, la stratégie habituelle d'Erdogan. Quand les choses ne vont pas, il oppose une partie de la société à l'autre, mais ça ne marche pas toujours, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a suffisamment de citoyens éveillés en Turquie pour ne pas marcher dans ces magouilles. Et il y a aussi
une des choses qui rend Erdogan extrêmement furieux, c'est que non seulement il fait de l'ingénierie politique, mais il voulait faire aussi de l'ingénierie culturelle, c'est-à-dire rendre la Turquie extrêmement conservatrice, enfin la société turque, etc. Je veux dire, ceux qui sont déjà conservateurs le suivent, mais ça ne marche pas. Il y a aussi une individualisation dans la société turque. À Gezi, en 2013, à Taksim, quand il y avait les manifestations, on a vu des choses incroyables. Enfin, moi j'étais en tout cas étonné. Et il y avait par exemple des groupes qui arrivaient avec des banderoles en disant musulmans libertaires, musulmans libéraux, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a à Istanbul, on m'a dit, il y a des jeunes qui sont très croyants et tout ça, on les appelle des musulmans freelance. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est des gens qui, comme vous tous ici, en France et tout, voilà, moi j'aime dans l'islam ou dans le catholicisme, peu importe, telle chose, j'aime pas telle chose. Enfin, voilà, on fait son cocktail, on va à la mosquée et tout, mais on fait son cocktail. Ce processus d'individualisation est fort dans la société turque, donc c'est nouveau aussi, parce que l'islam est une religion extrêmement communautaire, et la Turquie aussi, dans les quartiers et tout ça, il y avait beaucoup de communautarisme, ça existe toujours, mais il y a de plus en plus d'individualisme aussi, et ça change beaucoup les choses. Et une dernière question. La dernière question, c'est est-ce que le fait d'avoir laissé la Turquie en dehors de l'Europe, ou de lui d'avoir en permanence repoussé ces tentatives de rapprochement d'entrée, était une des raisons ou une des causes du changement, du basculement? Effectivement, ça a pu jouer parce que la Turquie a commencé donc en 1999. Elle a été admise comme candidate, la Turquie, à l'adhésion, et ensuite dans les années donc 2000, déjà avant AKP en 2000, 2001, et à partir de 2001 encore plus. Il y a eu énormément de réformes pour pouvoir commencer à négocier avec l'Europe. Et pendant cette période, ce sont les discours les plus durs, les plus humiliants, les plus excluants sont arrivés à ce moment-là. Giscard d'Estaing a écrit dans Le Monde l'entrée de la Turquie serait la fin de l'Europe. D'autres, ils ont utilisé Jean-Louis Bourlange, qui est un type intelligent pourtant, il a dit pour entrer en Europe, il faut avoir été chrétien depuis 15 siècles. Mais les Hongrois, les Finlandais, etc., ne sont pas chrétiens depuis 15 siècles. Enfin, toujours Giscard a dit, mais leur langue n'est pas indo-européenne. Enfin, c'est n'importe quoi. Il disait n'importe quoi, mais voilà. Et quand même, ça a été très mal pris en Turquie. Mais malgré tout, il y avait toujours une majorité pour entrer dans l'Union européenne. Et c'est vrai que Erdogan, pendant sa dérive qui avait commencé un peu plus tard, a utilisé cet argument en disant, voyez, les Européens ne veulent pas de nous et tout. Ça n'a pas été très futé de la part des Européens. Moi, personnellement, pardon de parler de moi, mais chaque fois que j'ai discuté avec des politiciens de droite ici, voilà, les républicains, etc., ils disent « Oh non, on ne veut pas de négociation et tout ». Je disais « Mais réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce que vous voulez avoir ?» C'est un grand pays, malgré tout, hein, collé dans le sud-est de l'Europe. Est-ce que vous voulez un pays européanisé qui a intégré toutes les normes de l'Europe? La Turquie a intégré toutes les normes administratives et économiques. Maintenant, il reste les droits de l'homme, la démocratie, les libertés. Est-ce qu'il l'essentiel? Oui, mais justement, quel est le mieux? C'est rejeter la Turquie maintenant en disant il y a l'union douanière, ça suffit et tout, ou alors on continue à discuter, la Turquie intègre ces valeurs-là, devient vraiment un pays européen, et puis à la fin, la France dit, par exemple, non, on ne veut pas. Les Turcs vont se fâcher et tout ça, mais tant pis. Mais ils auront été européanisés. Quel est l'intérêt de l'Europe? Voilà.
continuer les négociations. Alors, Mais, je reprends d'abord les étudiants qui sont là-haut, si on peut leur faire passer un micro. Je vous ai vu, mais comment... Ah oui, je le suppose, je le souhaite d'ailleurs, parce que ce serait... Et je n'oublie pas qu'on a quand même à revenir sur cette question. Moi, j'avais été frappé, c'est vrai que ça n'a été qu'un des épisodes des négociations, comme en l'Iran avec le Brésil, cette époque où on a vu les puissances émergentes vouloir un peu s'installer dans la diplomatie internationale et commencer à y tenir un rôle. Et dans cette négociation autour de 2010, où la Turquie a joué ce jeu-là avec le Brésil pour établir une relation positive dans cette négociation sur le nucléaire iranien, d'ailleurs encouragée un peu par la Russie, une médiation acceptée par l'Iran, puis on se retrouve aujourd'hui, bon alors ils ont été complètement exclus, et quand on regarde la séquence, c'est les Occidentaux qui ont finalement signé cet accord, qui ont réintroduit aussi pleinement l'Iran comme acteur régional, c'est une question qui se pose évidemment à vous deux, et aujourd'hui l'affrontement par personne interposée de l'Iran et de la Turquie. Donc on aimerait comprendre cette séquence. Mais je vais passer la parole d'abord aux étudiants et puis on répondra à ça. Je vous en prie. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une nation kurde qui soit unifiée et cohérente, ou bien est-ce que les trois zones de peuplement principales, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie et la Turquie, ont des horizons qui ne sont pas communs, qui sont finalement assez séparés? L'Iran aussi. Et oui, en Iran aussi, mais moins. Enfin, voilà. Ou bien est-ce que vous pensez que ce sont trois communautés qui auront des destins séparés, donc peut-être, comme vous avez dit, en Turquie, au sein d'une fédération, en Irak plutôt indépendant, ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un avenir commun? Très bien. Alors il y avait une autre question qui était juste à côté, un autre étudiant. Bonsoir. Vous n'avez pas du tout parlé des printemps arabes. J'aurais aimé savoir dans quelle mesure, de votre point de vue, la Turquie s'est un peu brûlé les ailes sur ces printemps arabes. Comment elle les a perçus, qu'est-ce qu'elle a cherché à en faire et dans quelle mesure ça n'a pas fonctionné. Et peut-être dans quelle mesure aussi la Turquie s'est heurté à des ambitions géopolitiques d'autres géants du Moyen-Orient que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Merci. Alors notre étudiant émérite, là-bas. La première question, c'était... Bonsoir. Moi, je voudrais rebondir sur ce que venait de dire l'étudiant sur le printemps, entre guillemets, arabe, et ce qu'a fait la Turquie pour saisir ce printemps arabe dans le Maghreb au moins, et notamment en Tunisie. Monsieur a dit tout à l'heure que Erdogan s'est éloigné de Daesh. Jamais de la vie. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à avoir des relations avec ces gens-là. Alors, ils partent du Maghreb s'entraîner en Libye, parce que les frontières sont énormes, et de là-bas, ils partent vers la Turquie, sans visa, sans passeport. Et fin du trajet, c'est la Syrie. Il y a eu même des Européens qui sont partis directement en Turquie pour la Syrie. Certains ne sont jamais revenus. Maintenant que c'est la traque de Daesh en Syrie, ils reviennent vers la Libye. Et de la Libye, ils menacent les voisins. Alors, moi, je ne pense pas que Erdogan a une politique étrangère qui a failli. Il n'a pas de politique étrangère, du moins au niveau des pays riverains au Maghreb. Et le fait qu'il y a des sous-traitants qui envoient des armes à partir de la Turquie à Daesh en Libye en contrepartie du pétrole, ce qu'ils ont nié, ils ont dit non, jamais de la vie, nous n'avons jamais acheté du pétrole libyen. C'est pas eux qui les achètent, c'est des entremetteurs dans cette affaire qui achètent le pétrole. Et aujourd'hui, on est menacé
au Maghreb par une guerre en Libye à cause de Daesh et de la politique turque vis-à-vis de Daesh. Merci. Merci, monsieur. Alors, je vous laisse répondre. Commencez par où? Par celle-là, peut-être? C'est-à-dire pour les printemps arabes, ou alors par le début. Alors les Kurdes. Le début, c'était les Kurdes. Mais les Kurdes, vous aviez déjà un peu... Les Kurdes, à différence des communautés... Alors, effectivement, il y a donc des Kurdes irakiens, des Kurdes syriens et des Kurdes en Turquie. Ils ont forcément une expérience historique un peu différente. Les Irakiens sont dirigés par une famille depuis longtemps, les Barzani. C'est traditionnel. Ils ont l'armée, c'est les Peshmerga, etc. Ils ont cet territoire autonome a une bonne relation avec la Turquie. Mais les choses évoluent parce que récemment, Barzani a commencé à préparer un référendum dans son territoire autonome sur l'indépendance. C'est-à-dire que peut-être qu'il a eu cette idée en regardant la Syrie et aussi l'Irak, qui est aussi chaotique évidemment, une indépendance. Le PKK a toujours voulu l'indépendance aussi, et les Kurdes syriens, a fortiori, parce qu'ils sont liés à PKK. Il y a des différences idéologiques. Barzani, c'est un conservateur, etc. Le PKK et les Syriens, c'est une formation d'origine marxiste-léniniste. Ils ont bien sûr mis de l'eau dans leur vin, mais ça reste, ce passé, cette idéologie reste. Donc, vous avez raison de poser la question, même si, supposons un peu, idéalisons les choses, la Turquie fait la paix avec l'Irak, ça va, avec les Syriens et le PKK, commence à les aider à se réunir et tout, ça peut poser des problèmes. Mais de notre côté, ils ont quand même une mémoire historique, une mémoire collective commune. Cette idée d'être encore la seule grande nation de la région sans État. Donc ils peuvent surmonter ces différences et se réunir. Ça, c'est pas exclu. Bon, alors ensuite, il y avait la question, les questions printemps arabe, l'influence des printemps arabes dans l'évolution dans l'aggiornamento de la diplomatie turque, et puis le lien avec Daesh. Quoi. Ouais, Est-ce que on a beaucoup dit qu'à l'instar des diplomaties européennes, la diplomatie turque aussi a été prise de court par le printemps arabe, etc. Mais je crois que chez les Turcs, enfin chez Erdogan en tout cas, c'était moins au contraire, au départ, comme je disais tout à l'heure, il a, peut-être pour des raisons sectaires d'ailleurs, parce que c'était en Syrie, c'était les sunnites qui se manifestaient contre le régime. Et donc, ça devait plaire à Erdogan. Mais en même temps, il a essayé de jouer un rôle de médiateur en suggérant à Bachar al-Assad de faire des réformes, de calmer sa population. Il n'a pas été écouté. Pour les autres, pour la Tunisie, je crois qu'il y a avec le parti islamiste, Ennahda, il y a des relations assez cordiales, je crois. Avec l'Algérie, pas tellement, et avec le Maroc, encore moins, parce qu'en 2010, Erdogan a fait une tournée dans le Maghreb, et dans le Machar et dans le Maghreb, dans les pays arabes, ça a été triomphal. En 2013, il a recommencé, ça a été beaucoup moins réussi, et notamment, le roi du Maroc a refusé de le recevoir. Il a été renvoyé. Donc, mais je ne pense pas que c'est, du point de vue du gouvernement,
ce qui se passait au Maghreb ne les intéressait pas trop, je crois. Peut-être, sauf la Tunisie, parce qu'il y avait des affinités. Mais enfin, je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Mais il n'y a jamais eu à aucun moment l'idée d'exporter un islam politique modéré? Si, justement, il y a eu cette série de visites ça, en 2010. Donc Erdogan a vanté le modèle turc, bien sûr. Donc ça, c'est bien aujourd'hui. sûr. Et ça aussi, c'est un constat d'échec aujourd'hui pour se retrouver en réalité en ne bien fermant sûr. pas la porte et bien sûr, en soutenant Daesh, en laissant passer les terroristes. Et puis surtout, le modèle à l'intérieur s'est effondré et à l'extérieur, un pays qui s'acoquine avec Daesh, ça fait peur à tout le monde. Bon, donc, c'est pas très positif. Georges, une réaction Je suis tenté d'intervenir sur la question kurde, c'est-à-dire le fait qu'il y a plusieurs pôles. Est-ce que cela est un obstacle pour la création d'un État? Je pense que là, on touche à une question qui est très intéressante aujourd'hui, parce que si on regarde, si vous voulez, l'histoire de l'espace ottoman et post-ottoman au XIXe et au XXe siècle, nous voyons l'émergence donc du nationalisme et l'aspiration d'unifier toutes les régions qui sont habitées par les gens de la même langue, de la même religion, etc. Donc nous avons tous les projets de la grande idée, de la grande Serbie, etc. Et on arrive avec Chypre, d'une certaine manière, à un tournant, parce que, évidemment, les Chypriotes grecs et les Grecs aspiraient à ce qu'ils appelaient enosis, l'union, donc toujours dans la même logique d'intégrer dans le même territoire les différents morceaux de la nation. Alors, ces processus d'intégration, c'est toujours fait de manière très contradictoire. Il ne faut pas imaginer qu'il y a eu des nations toutes prêtes qui, tout simplement, ont revendiqué leur territoire et leur État. Bien au contraire, si on regarde, par exemple, la guerre d'indépendance de la Grèce, on voit que la guerre interne dans le camp grec était terrible. C'est-à-dire, quand on regarde, quand on voit ce qui se passe à propos des Kurdes, des conflits internes, etc., pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Grèce de manière un peu plus approfondie, c'est la même chose. Ce sont des sociétés qui sont basées sur des clans, des familles, etc., et qui s'entredéchirent dans le cadre d'un projet national qui peut paraître extrêmement artificiel. Mais jusqu'à un certain moment, c'était ça la tendance, et qui nous conduisait à considérer que la tendance était, pour ne pas parler des Kurdes, mais des Albanais, qui est dans une situation un peu similaire, avec donc une population avec une identité ethno-nationale plus ou moins réelle, mais partagée entre plusieurs États. On disait la Grande Albanie. Je pense que l'expérience grecque et chypriote a montré que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, on a plus intérêt à être partagé entre plusieurs États. Oui, parce que pour une raison simple, c'est-à-dire que la notion de la souveraineté a évolué, donc on n'a plus, le territoire n'est plus la forteresse qui peut nous protéger de tout, et on a intérêt d'avoir des territoires de plus en plus importants parce qu'on n'est pas protégé derrière les frontières du territoire. Par contre, le territoire devient un atout pour la participation à la communauté internationale. Donc, plus on a d'États et de territoires, plus on a des voix dans la communauté internationale. Regardez les Grecs, ils participent à l'Union européenne avec 2 voix. Si la Grèce avait réussi l'Union, eh bien, il y aurait une seule voix de la Grèce. Bon, donc là, la question unité et diversité en ce qui concerne des ensembles ethno-nationaux, je pense, est un enjeu, encore une fois, fluide aujourd'hui. Mais ça ne signifie pas que l'influence de la question kurde dans la région, positive ou négative, bon, ça on peut discuter, est liée de manière linéaire à l'intégration de cet ensemble dans un seul État. Il peut y avoir une puissance kurde plus importante à travers 3 États kurdes plutôt que d'un seul. Oui, surtout qu'il y a une continuité territoriale. C'est-à-dire que les Kurdes de l'Irak ont la frontière avec la Turquie,
et également avec la Syrie. Donc ça facilite quand même les choses, la continuité territoriale. Ceci dit, encore une fois, il y a le fait d'avoir vécu pendant des siècles en Turquie ou dans un pays arabe, ça peut effectivement rendre les choses difficiles. Derrière, il y a aussi des intérêts des partis, des questions des divergences idéologiques. Enfin, mais c'est en même temps des réseaux familiaux, des clans aussi, qui sont transnationaux. C'est un paysage complexe. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière question, monsieur? Une dernière question. De toutes les façons, vous savez qu'on a encore 6 grandes conférences qui vont nous permettre de reprendre, de labourer, mais je pense que dans cette conférence-ci, c'est peut-être la première fois qu'on a vu bien apparaître tout ce qu'il y a de danger et en même temps d'inéluctable à cette restructuration du paysage et avec son caractère explosif et le fait, comme tu le soulignais, Georges, qu'il n'y a jamais aucun de ces conflits pour l'appropriation d'un territoire, la reconstitution d'un État, qui n'oppose pas à travers, je dirais, les grands courants, d'autres courants souterrains, d'autres oppositions, ce qui rend évidemment la situation toujours très difficile à interpréter avant qu'elle se décante. On est probablement sur une période, hélas, pour les populations qui en souffrent, de décantation longue, en tout cas, qui n'est pas immédiate. Monsieur, je vous en prie. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous interprétez le rapprochement d'Israël avec la Turquie, après une période assez froide, suite à l'affaire du Marmara, je pense. Merci. Oui, effectivement, c'est un point que j'avais noté, mais j'ai oublié d'en parler. Effectivement, il y a des relations anciennes entre les deux pays. La Turquie a été l'un des premiers pays à reconnaître l'État d'Israël en 1948. Ensuite, dans les années 90, autour des Américains, il y a eu un partenariat stratégique entre Israël et la Turquie. Et ensuite, on est passé à il y a eu des moments aussi difficiles. Erdogan, quand il est arrivé au pouvoir, il a continué les relations avec Israël, mais il y a eu l'opération Plomb durci, l'attaque sur Gaza. Et Ehud Olmert, le Premier ministre israélien, était à Ankara 3 jours avant. Et il y avait donc un partenariat stratégique entre les deux pays, mais il n'a rien dit de cette invasion à Erdogan, qui a été vexé, etc. Il y a eu donc des tensions. Enfin, ça s'est un peu calmé. Mais ensuite, il y a eu l'événement de Marmara. C'était donc une flottille de bateaux d'humanitaires organisée par une ONG turque tendance islamiste, mais il y avait là-dedans, il y a des Grecs, des Suédois, des Espagnols, enfin c'était tout à fait international, et cette flottille allait vers Gaza pour, en quelque sorte, percer le blocus. Et la marine israélienne a attaqué cette flottille à ma connaissance, dans les eaux internationales même, parce que c'était donc... Enfin, bref, sur Marmara, 9 humanitaires turcs ont été tués par l'armée, et ça, pendant 5-6 ans, c'était en 2010 jusqu'en 2015 à peu près, les relations étaient très tendues, mais finalement, Obama a convaincu Netanyahou de présenter ses excuses à la Turquie et d'indemniser les familles des personnes assassinées. Et les relations se sont améliorées, d'autant plus que la Turquie est très intéressée par les réserves sous-marines de gaz entre Israël et Chypre. Et donc, elle est très intéressée par l'achat de gaz pour diversifier ses fournisseurs. Donc, actuellement, ça va. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On est en Orient. On est en Orient. Ce sera finalement le mot de la conclusion ce soir. Je vous dis donc à lundi prochain, en remerciant beaucoup Ali Kassantifi et Georges Kozelakis.